De gens qui connaissent mes poèmes d'action quand même ici, je suppose. Peut-être pas. Mais je peux vous en raconter une, car aussi la poésie-action permet un récit. D'abord, elle n'a rien à voir avec la performance que je hais. Et la performance, c'est le double artistique de la société du capitalisme financier. Le capitalisme financier. C'est pour ça que beaucoup de jeunes qui se disent, ou de poètes qui se disent performeurs, ne font qu'exercer l'expression de leur ego. Or la poésie n'a rien à voir avec l'expression de l'ego, mais avec la création et la libération d'un sujet, ce qui est complètement différent, et il s'exprime. Et l'expression de l'ego équivaut vraiment à l'objet, à la marchandise du supermarché. Je vais vous raconter, j'invente la poésie d'action contre la performance un jour où j'apprends que à Beyrouth, à la sortie d'un camp, des hommes en armes avec une tomate à la main arrêtent les gens qui sortent de ce camp donc et leur demandent quel est le nom de la tomate. Et les gens répondent avec des accents différents, Bandoura ou Banadoura en arabe. Les Palestiniens qui sortaient de ce camp avaient un accent différent des autres. Et ceux qui prononçaient mal le nom de la tomate étaient fusillés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans mon jardin. J'ai ramassé toutes les tomates qui poussaient. J'ai pris les tuteurs de tomates, qui sont des bâtons. J'ai écrit un poème sur ce bâton. Je suis allé à l'église d'à côté, de chez moi, à la chapelle des Carmélites. J'ai tendu un grand drap blanc. Et sur ce drap, j'ai jeté 20 ou 30 kilos de tomates qui ont roulé. Et puis, j'ai décidé de dire mon poème en écrasant une à une les tomates. C'est ça une poésie d'action, parce que pour moi, le nom de l'homme était aussi le nom de la tomate, et que ça me renvoyait à la Bible, notamment au passage des juges, où chez les Hébreux, ceux qui ne savaient pas prononcer, ou qui prononçaient mal le nom de Chibolette, le blé en herbe, étaient aussi exécutés. Et je me suis dit qu'au même endroit, dans le même espace religieux, philosophique, les choses se reproduisent. C'est ça une poésie d'action. C'est pas une gesticulation. La seconde poésie d'action que j'ai peut-être tournée beaucoup, il y a Patrick qui est là, qui m'a vu la faire à Nice, c'est quand la Ligue des droits de l'homme de Tunisie m'a demandé de faire un poème contre la torture électrique. Et j'ai réfléchi et j'ai monté une poésie. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait Yves Bonnefoy qui se demandait ce que je faisais parce que lui, il n'était pas tellement de la poésie d'action. Et j'ai récité mes poèmes. Et dans mon sac, j'avais acheté un gros poulet. Un poulet, et avec le cou, etc. Il était mort, hein, le poulet. Et puis à un moment donné, j'ai jeté ce poulet au milieu du spectateur. J'ai branché une sirène. Et avec de longs vis, j'ai vissé le poulet sur le sol. Et puis quand il a été bien vissé, avec une dizaine de vis, j'ai tendu des câbles électriques entre les vis et les spectateurs. Et j'en ai relié certains à leurs poignets. Les gens ne comprenaient pas ce que je faisais, évidemment. Certains criaient, certains même, un s'est évanoui, parce que c'est assez violent, pourtant le poulet était mort. Et c'est là que je leur ai distribué le tract sur la Tunisie, en leur disant qu'il y avait une torture terrible qui s'appelait le poulet rôti, où l'on prenait un homme
que l'on mettait sur une tringle et qu'on lardait d'électrodes. Et au fur et à mesure, évidemment, les gens comprenaient ce que je faisais. Et j'ai pu dire ce poème, notamment que j'avais dédié au gouvernement turc qui pratiquait la torture électrique, notamment à Adana, sur une infirmière. Et j'ai énuméré le nombre de secousses qu'elle avait reçues. Et à chaque fois, elle perdait beaucoup d'urine. Ça, c'est une poésie d'action, voilà, qui demande un dispositif, qui demande... Mais ce n'est pas du tout une gesticulation. La poésie, c'est un livre qui va sortir sûrement l'année prochaine, bien que j'ai commis cette thèse il y a longtemps maintenant, plus de 30 ans, mais au fur et à mesure que j'avance en âge, j'ai des réflexions beaucoup plus précises et donc je pense que la poésie est un sacrifice du langage. Ça n'a rien à voir avec la rime, ça n'a rien à voir avec les procédés, mais c'est un sacrifice. En ce sens, je rejoins mes premiers amours de l'ethnologie. Je pense que l'anthropos est un être sacrificiel. Au lieu de sacrifier des chiens comme en Chine, des animaux, des êtres humains, vous savez que le théâtre commence là où s'arrête le sacrifice. C'est pour ça que j'aime pas trop le théâtre, puisqu'il n'est plus sacrificiel. Mais parfois il y a un théâtre qui réinvente le sacrifice, comme celui d'Artaud, etc. Mais la poésie est un sacrifice du langage. Mais au lieu de sacrifier avec le sang, on sacrifie les mots. Et cette vision m'est venue lorsque je vivais au Mexique, et qu'un grand poète que personne ne lit trop, sauf les spécialistes, un grand poète aztèque, un prince, qui s'appelait Nezahualcóyotl, avait interdit le sacrifice humain et le sacrifice des animaux, et l'avait remplacé par le sacrifice des papillons. Et j'ai trouvé que les papillons, ils pouvaient s'envoler comme les mots, et j'ai pensé que là, peut-être m'est venue l'idée que la poésie est un sacrifice du langage. Et puis aussi, il y a Patrick qui est là, qui connaît par cœur toutes mes histoires, mais le mythe de Philomèle, vous savez, la poésie n'est pas une expression, hein, c'est une relation que nous avons, et un dialogue que nous avons entre sujets qui inventent une relation entre la vie et le langage. C'est ça, par exemple, quand toi tu écris, toi aussi tu dialogues avec quelqu'un d'autre, peut-être avec Lipo, hein, ce poète chinois. Il y a des dialogues comme ça qui se font. Donc c'est vraiment des sujets, ce n'est pas moi je. Quand il dit moi je, quand il fait une anaphore, et c'est pas ce type d'expression qu'il fait, lui. C'est vraiment une construction dans l'ordre de la philosophie de l'invisible qu'il fait Berla. Donc c'est autre chose. Et donc la poésie est... parfois on peut dialoguer. Des fois j'écris, je dialogue avec Homère. Parfois j'écris, je dialogue avec... je fais une réponse à un poète dont personne ne parle. Ça m'arrive. Et là c'était avec Philomèle, le mythe de Philomèle, que Patrick connaît très bien, puisque je l'ai fait 500 fois, dans son université et ailleurs. Et c'était... L'histoire est la suivante. J'étais en train d'écrire ma réflexion sur la poésie, et en plein milieu m'est venu ce mythe que j'ai interprété d'une autre façon. Alors, l'histoire, elle est, je la raconte dans Poésie Action, et c'est l'introduction aussi de mon livre qui va être publié l'année prochaine, qui s'appelle La langue arrachée. Et l'histoire, c'est la suivante, nous sommes à Athènes, il y a un roi très vieux, légendaire, qui s'appelle Pandion. Il a 2 filles, une qui répond au nom de Philomèle, et l'autre au nom de Procné. Philomèle, vous l'aurez deviné, sans que j'y insiste, c'est celle qui aime le chant, celle qui aime le poème. Et tout de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que celle qui aime le poème
va collaborer à un sacrifice, sans le vouloir. Il se trouve que la guerre éclate et que le vieux roi Pandion va faire appel au roi de la Thrace voisine, à Thérée, et pour venir l'aider. Et tous les deux, Thérée et Pandion, vont donc gagner la guerre. Et comme il était d'usage, à cette époque, pour sceller cette union, Pandion va marier une de ses filles à Thérée, le roi de Thrace. Il faut imaginer quand même la douleur de la séparation entre les deux sœurs qui chassaient, jouaient ensemble dans les forêts autour des lacs. Et Thérée va partir avec Procné et Philomèle, celle qui aime le chant, celle qui aime le poème, va rester donc seule à Athènes. Et c'est là pour moi que commence vraiment la théorie que je peux développer sur ce qu'est la poésie. Et donc vraiment à 100 lieues d'une expression. L'expression est le degré zéro du poème, tout le monde s'exprime. Hein. Et ils s'en vont, et ils traversent, ils prennent les bateaux, etc. Il y a Virgile, Ovide, nous raconte bien tout cela, hein, et puis plein d'autres poètes. Et chacun avec des choses différentes d'ailleurs. Et lorsqu'ils arrivent en Thrace, évidemment, 9 mois après, ils vont faire un enfant. Et Procné, elle dit à Thérée, « Oh mon roi, je t'en supplie, repars à Athènes, va voir ma sœur Philomèle, celle qui aime le chant, celle qui aime le poème, et dis-lui ramène-la, je veux l'embrasser, qu'elle passe une saison, que nous puissions partager une lumière ensemble encore. » Et Thérée, évidemment, repart, prend son cheval, ses bateaux, etc., va voir son beau-père, le roi Pandion, et puis il va voir Philomèle, et il lui demande, il lui fait part du vœu de sa sœur, et Philomèle, évidemment, immédiatement approuve et prend son cheval, et puis s'en vont tous les deux. Mais c'est là que va se jouer, pour moi, vraiment le centre de ce que je peux nommer la poésie. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « La langue arrachée », qui n'a rien à voir avec le langage des signes ou avec les sourds-muets. Quand les sourds-muets ont voulu reprendre ce texte, ce titre, j'aurais dit, écoutez, c'est le titre d'une théorie du poème. Ce n'est pas uniquement le fait que ce soit une langue arrachée. Alors, ils partent ensemble, Thérée et Philomèle, et puis il va se passer donc ce fameux drame, c'est que Thérée va s'éprendre donc de la sœur de sa femme, de Philomèle, mais elle, se refusant à son amour, va la violer, et afin qu'elle ne raconte pas son histoire, va l'enchaîner dans une cabane au fond d'une forêt. Et il faut imaginer celle qui aimait le chant avec sa langue, et pour qu'elle ne parle pas, voilà, il lui coupe la langue. Il lui arrache la langue. Alors il faut imaginer celle qui aimait le chant, celle qui invente le poème, qui le chante, parce que la poésie est aussi une historicité. Et si on ne chante pas le poème aujourd'hui, on l'a chanté bien avant, et on continuera à le chanter bien après. On invente notre chant chaque fois. Il faut imaginer celle qui aime le chant, avec le trou noir béant de sa bouche, hein, en train de crier. Voilà, une première définition de la poésie, le trou noir d'une bouche et un poète qui crie parce qu'il ne peut plus parler, parce qu'on lui a arraché la langue. Mais la suite est fondamentale, car que fait Philomèle, celle qui aime le chant et qui maintenant a le trou noir de sa bouche et qui ne peut plus parler? Avec ses lèvres, elle va saisir un brin de laine
Et pendant des jours et des jours, elle va tisser, elle va raconter son histoire, un peu comme le fait Pénélope. D'ailleurs, Pénélope prend exemple de Philomèle parce que vous lisez bien l'Iliade et l'Odyssée, mais l'Iliade. Et là, elle va raconter son histoire. Toutes les semaines, il y avait un berger qui venait, et ce berger lui portait à manger. Et un jour, quand elle a fini son récit, quand elle a fini son écriture, le berger va prendre ce récit, cette écriture, ce tissage, ce textile, hein, sa même racine, il va le porter au palais du roi Térée, et il va le porter au palais du roi Térée, où Procné est là avec son enfant, Ictys. Il ne faut pas oublier que lorsque Térée, l'assassin, était revenu au palais, il avait menti. Et il avait inventé une contre-parole. C'est en ce sens que ce mythe est riche. Il lui avait dit, il est arrivé un drame, les loups ont attaqué notre cortège, ils ont tué ta sœur et l'ont emporté dans la forêt. Donc Térée avait une parole qui avait menti. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps? Procné, en proie vraiment à une douleur extrême, elle avait fait construire un tombeau pour sa sœur morte. Elle avait fait construire un tombeau pour celle qui aimait le poème, celle qui inventait le poème. Et vous savez que chez les Grecs, tout tombeau est surmonté d'un drapeau, d'un fanion, d'un signe, d'un signal. Hein. Le mot signe vient de là, c'est-à-dire ceux qui précisent, qui indiquent là où est le tombeau. Mais c'est un tombeau vide. Donc là où il y avait la poésie, c'est moi qui l'interprète évidemment. Le tombeau était deux fois vide. Hein, vide de son écriture et vide de son oralité. Donc un jour, à sa grande stupéfaction, un berger vient porter à Procné le tissage de sa sœur. Et elle s'aperçoit que sa sœur n'est pas morte et qu'elle est vivante. Et que la parole de celui qu'elle aimait avait menti. Et à l'occasion d'une cérémonie consacrée à Dionysos, je ne vais pas tout raconter, Dionysos c'est important, mais c'est important quand même de savoir ces choses-là. À l'occasion d'une cérémonie consacrée à Dionysos, elle va libérer sa sœur, et quand elle rentre au palais, elles vont organiser un grand repas pour Térée, pour l'assassin, le beau-frère et le père, donc. Et en fait, ils se régalent, mais en fait, elles ont tué l'enfant qu'il avait eu avec Procné, et il a mangé entièrement son fils. Alors la légende dit, c'est pour ça que c'est très, très intéressant, puisque nous arrivons ici sur place, et j'en ai terminé, celle qui aimait le chant, Philomèle, va se transformer en rossignol. Et ce rossignol arrive jusqu'à nous. On ne peut pas lire La Fontaine sans comprendre que le Philomèle dont parle La Fontaine et le rossignol, hein, le rossignol des Grecs, etc. Je pourrais vous développer tout cela d'une façon beaucoup plus ample et beaucoup plus précise, mais nous n'avons guère le temps. Je voulais simplement vous signifier que, pour moi, se joue toute l'histoire de la poésie dans ce mythe. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un sacrifice. Il faut imaginer Dada en train de crier après la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que la poésie? Dada, Dada, Dada. C'est le cri de Philomèle. C'est-à-dire que toujours, la poésie a crié. Elle a toujours un trou noir. Qu'est-ce que fait Philomèle? Shakespeare l'a repris, évidemment. Elle va tisser quelque chose d'intissable. Rien qu'avec une bouche, les lèvres, les bras enchaînés, elle va faire ce que les idiots appellent la performance. C'est-à-dire la gymnastique du cirque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, elle fonde ce qu'est le rapport très particulier qu'entretient la poésie, la voix, la vision et le langage. Hein?
Et elle est là, le surréalisme est là, elle crée une situation, c'est une situation complètement situationniste. Et elle crée ce qu'on appelle, enfin, ce que j'ai nommé moi, et donc je me réclame de Philomèle, c'est-à-dire que mon avant-garde est très 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 ancienne. J'aime tellement la tradition que j'en invente une chaque jour. Telle est ma définition de la modernité. Et c'est pour cela voilà, que j'explique en en-tête de Poésie d'action, le livre qui est sorti chez au Castor Astral, et mon livre qui s'appelle Langue arrachée. J'analyse en détail, pas comme je viens de vous le faire, le mythe de Philomèle. Voilà, pour mettre les pendules à l'heure, il faut savoir les mettre à l'heure, les pendules, de temps en temps, sinon on croit des choses fausses. Il y a des sens partout, hein, je veux dire. René Char, comme pour Patrick, qui est ici présent, a été un de mes poètes fondateurs. Donc ce n'est pas du tout Zara, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai connu, enfant, puisqu'il était à Toulouse, il était au Parti communiste français, et il s'occupait du mouvement antifasciste, antifranquiste avec l'Espagne. Et voilà, et on m'a dit qu'un jour, Zara m'a pris sur ses genoux. Hein, ça me rappelle un peu Rimbaud, là je l'ai goûté. Mais c'est surtout René Char, parce que j'étais fasciné par la recherche à la base et du sommet, comme Patrick d'ailleurs. Et un jour il m'a écrit, René Char, j'étais très jeune, et c'est lui qui m'a donné peut-être la confiance dans mon poème. Voilà. Donc, c'est bien que j'ai cité René Char. Et ensuite, l'archéologie, oui, la préhistoire, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre, je répondrai comme ça parce que ça serait trop long, sur les champs électronéolithiques, qui est un poème d'amour que j'ai écrit pour Kera Moulas, qui est ici présente, et où j'ai mélangé Platon, qui parle de la Sardaigne, en disant qu'il y a une île formidable en Méditerranée, où il y a des dizaines de milliers de tours, et c'est notre île, là où j'habite maintenant, et qui est sûrement l'île dont parle Platon. Et l'amour est à travers l'être que nous aimons, on n'aime pas que des yeux, mais les yeux qui ont vécu et qui ont poussé comme des fleurs à travers une terre. Donc on est des sortes de jardiniers telluriques qui vivront entre les chevaux, la mer et l'histoire. Quand on aime, je pense qu'on aime aussi une histoire qu'on ne voit pas. Donc j'ai appelé ce texte Chant électronéolithique, et où j'ai convoqué tous des gens que je ne connaissais pas, mais que j'ai lus, comme Antonio Gramsci, comme Garibaldi, qui est enterré pas loin, etc., etc. Et aussi des planimétries, des dessins que j'ai relevés, des grottes et des tours qui sont préhistoriques et qui parsèment aujourd'hui la Sardaigne. Donc c'est à la fois un travail un peu archéologique, mais un travail d'un poète. Mais en même temps, ça rejoint peut-être, mais je ne l'avais pas lu encore parce qu'il n'avait pas écrit ce livre, comment il s'appelle, notre philosophe, celui qui habitait Toulouse, Badiou, qui pense que nous sommes encore aujourd'hui, alors que c'est un philosophe marxiste et qui est très intéressant, et qui pense qu'aujourd'hui encore nous sommes dans le néolithique. Donc ça rejoint un peu sa pensée, mais je dois avouer qu'à l'époque il n'avait pas écrit cette thèse. Il y a longtemps que j'ai fait ce livre, Les champs électronéolithiques. C'est-à-dire que pour moi il y a un écartèlement, un étirement, évidemment, entre l'électronique et le néolithique. Traduction. Ce que je pense de la traduction. Avec des traducteurs comme Patrick qui est là, qui a traduit Pessoa d'une manière magistrale, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je crois que le poète est toujours un traducteur de lui-même. Vous savez, mes ancêtres
parlait, à Toulouse, parlait plusieurs langues. Ils parlaient le latin, l'italien, l'espagnol, l'occitan, le français, 5 langues minimum. Et ils écrivaient dans chaque langue de façon différente. Voilà. Et après, bon, il faut sauter d'une langue à l'autre. Enfin, je vais répondre par avec Bernard Noël, qui est parti participer à des espaces de traduction. Mais on a vite compris, mais c'est un bateau que je vais dire, qu'une traduction, c'est pas exactement dire comment on va traduire, mais c'est comment une langue de départ va transformer une langue d'arrivée. C'est ça. J'ai eu la chance dans ma vie, j'en terminerai là, de travailler avec mon maître Henri Méchonic, que j'ai rencontré lorsque j'avais 27 ans, au Mexique. On ne s'est jamais quitté jusqu'à sa mort. Et lui m'a appris, enfin j'ai suivi pas à pas ses enseignements de traduction de la Bible. Et bon, on a eu beaucoup de déboires. Et à travers lui, tout le groupe qu'il a suivi, on a été rejeté pendant des années par l'establishment qu'on dénonçait. Les éditions Bayard, je crois, avaient commis un livre de traduction de la Bible complet et avait convoqué des gens de Novarina, en passant par Roubaud, etc., des gens estimables par ailleurs, mais on était quand même assez dubitatifs sur le fait qu'ils ne lisaient ni l'hébreu, ni le grec, ni le latin. Alors Henri me disait, Serge, comment veux-tu traduire quand même des textes alors que les gens ne lisent ni l'hébreu, ni le grec, ni le latin? Alors il disait, c'est pas grave, nous avons des spécialistes qui, eux, sont des professeurs de latin, de grec et d'hébreu. Et donc on va remettre ça en forme au bout du jour. Mais quand on est écrivain, et on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche, que le rythme, que ça marche pas avec c'est pas des choses qui communiquent entre elles. Et je me souviens toujours, je le raconte souvent, Exode 3.14, enfin pour ceux qui ont lu la Bible. La Bible, c'est fondamental pour la poésie. C'est notre premier livre. Et Exode 3.14, par exemple, je suis ce que je suis. Enfin, Henri, il a bien déblayé le sujet. Saint-Augustin, évidemment, puisqu'il ne lisait pas les Grecs, s'était trompé. Et ni l'hébreu, il s'était trompé. Et donc, c'est pas je suis ce que je suis, mais quand on est poète et qu'on invente le langage, on traduit bien je serai que je serai. C'est pas pareil de dire je serai que je serai, que dire je suis ce que je suis. Vous êtes bien d'accord, hein, puisque vous êtes participé à une réunion autour du langage avec moi, et aussi par exemple le psaume 25 qu'on retrouve dans l'évangile, et c'est les dernières paroles du Christ. Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on sait très bien que dans le psaume 25, l'accentuation sur le premier A de lama ou sur le second A de lama ne veulent pas dire la même chose lorsqu'on traduit. L'accentuation du premier de lama, c'est Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Père, vers quoi m'as-tu laissé? Mais ce qui est intéressant, c'est que les Grecs traduisent à quoi, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce qui est intéressant aussi, ce mouvement, qui n'est pas un mouvement de l'erreur, c'est une société qui s'empare du poème et qui le retraduit. Hein, et ça fonde le christianisme. Je veux dire que la traduction est fondamentale. Donc nous sommes toujours en traduction. C'est pour ça qu'il faut traduire sans arrêt tous les poèmes que nous lisons et que nous écrivons. Et qu'on doit traduire. Alors moi je ne suis pas un grand traducteur, mais j'ai traduit des textes qui me sont très 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 importants pour moi aujourd'hui. Voilà pour répondre, mais d'une manière succincte, à cette question autour de la traduction. On sait très bien par exemple que le cheval de Troie, aujourd'hui, grâce à l'archéologie et à la traduction, n'est pas un cheval. Tout le monde le sait. C'est un bateau, hein, le cheval de Troie. Et des bateaux, voilà, etc., etc. Bon, mais ça c'est un monde tellement vaste, la traduction. Mais je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse la traduction. Je suis un enfant de la Révolution espagnole. Mon père ne parlait pas très bien le français. Mais enfin, il le parlait.
mais il avait son accent. Et un jour, il m'amène à la Bourse du Travail, j'étais petit, qui était à la Maison du Peuple. Et il me dit, regardez, petite, regarde petit, en français, regardez, la poutre de la paix. Et je lève mes yeux et au-dessus de moi, je regarde une poutre qui traversait la Bourse du Travail de Toulouse. Je regarde la poutre de la paix. Je me disais, pendant les années, je me suis dit, vraiment, les architectes à l'époque, c'était pas des salauds comme aujourd'hui, qui construisent des HLM, ils pensent à construire des poutres pour la paix. Je trouve ça formidable. Et en 68, on venait de faire une nuit des barricades, et je sais pas, j'étais réfugié à la Bourse du Travail, alors que les Bleus nous poursuivaient. Et alors, on était là, on rentre à la Bourse du Travail, et comme d'habitude, je lève mes yeux, et je regarde la poutre de la paix, et là, c'est ça la traduction. Je m'aperçois qu'au bout de la poutre, il y avait la statue de Jaurès. Et mon père m'a dit, regarde l'apôtre de la paix. Et Jaurès me regardait avec son drapeau tricolore, son drapeau rouge, avec sa belle barbe. Et aujourd'hui, j'en ai la chair de poule, ça me ferait pleurer. Je pense que la traduction est là. Regarde la poutre de la paix. J'ai regardé la poutre. Je n'avais pas regardé au bout de la poutre où il y avait la statue de Jaurès, enfin le buste de Jaurès. J'arrête sur la traduction. Qui a été un de mes maîtres en poésie, Bernard Manciette, que vous pouvez retrouver chez Gallimard, et qui était un poète gascon qui parlait une langue que 100 personnes uniquement pouvaient comprendre. Le gascon noir, et le gascon très particulier de son village, qui était très difficile. Même les Occitans ne pouvaient pas les comprendre. On était obligé de le traduire en occitan, et puis de le retraduire en français. Et c'est lui, dans son gascon nègre, le noir, parce que nous en occitan, on ne dit pas noir, on dit nègre. C'est comme ça, c'est comme en latin. J'espère qu'on ne va pas nous foutre des procès, parce qu'on parle des nègres. Mais c'est des noirs. Et c'était formidable. Et donc, grâce à lui, ça marche. C'est grâce à lui que j'ai pu traduire, que j'ai pu apprendre ma langue. Voilà. Et on se réunissait, et puis il y avait des musiciens qui tournaient autour de nous, Bernard Lubat, Beñat Tachari. Le premier poème que j'écris, c'est toujours le dernier. Ce n'est pas une histoire de la chronologie, mais c'est une histoire du secret. Et je pense que à partir du moment où on existe entre la langue et la vie, et on prend conscience de cela, on écrit toujours son premier poème. Alors bien sûr, il y a peut-être un moment où j'ai écrit un poème en ayant conscience de l'écrire quand j'étais enfant, mais dès que je suis écrire, j'ai écrit mon premier poème. Je devais avoir 5 ans. Voilà. Et comment tu écris tes poèmes? J'écris mes poèmes comme tout le monde, avec du papier et un crayon, ou une machine à écrire. Mais ce que tout le monde ne fait pas comme moi, c'est de les écrire sur des bâtons de noisetier. Et j'écris mes poèmes sur des bâtons, parce que pour moi, la poésie est une marche et un équilibre aussi entre la vie et le langage. Je voudrais dédier cette lecture à Laurent Coué et à Jean-Luc Parent, qui ne m'entend pas. À Luc Frémiot, avocat général, et aux jurés de la cour d'assises de Saint-Omer qui ont condamné à 20 ans de prison Fabienne Kabou, femme sénégalaise en proie à un envoûtement. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Kabou, j'ai 36 ans. Dans la nuit du 19 novembre 2013, sous la plage de Berck, Pas-de-Calais, à la marée montante, j'ai déposé Adélaïde, ma fille de 15 mois, pour la noyer. Son corps, mangé par l'eau, a été découvert par des pêcheurs de crevettes venus du ciel. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Kabou. Voici mon témoignage.
Quand ma fille s'est endormie, l'eau a frôlé ses pieds et j'ai enduit de sable ses cheveux de vieille femme. Devant moi, la mer nageait lentement vers les omoplates abandonnées des bateaux. Les morts, dans les cimetières de l'air, piquaient la lumière de doses d'héroïne. Mille doigts allaitaient la tête chauve d'une vache dans le ciel et le soleil pourrissait dans les poubelles. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou. D'abord, ce fut un chien bleu, puis deux dans la poussière, puis un troisième qui n'aboyait pas. Tout semblait se briser derrière leurs ombres recouvertes de glaciers. Dans le lointain, un ballon de verre poursuivait des bébés noirs dans la neige. Au fur et à mesure que les joueurs s'approchaient de lui, le ballon explosait en d'autres soleils qui remplaçaient la tête des bébés qui jouaient. Un poteau électrique avait abandonné ses bras dans la rivière pour crever le ballon. Monsieur le Président, un oiseau est entièrement une main qui brûle. Depuis quelques jours, la lune marchait avec sa mère dans les nuages. C'était sur la plage de Berck et il fallait accomplir un poème pour tous les morts. Eh, la la mahina, la enea, eh, la mahina, eh, la mahina. La lune se coupait les ongles avec un couteau, puis les rangeait un à un sur un buvard décorgé de silence et de pétrole. Hey, hey, je m'appelle Fabienne Cabou. Les arbres nouent leurs branches à des chiens volants et féroces. Ils les attachent aux gouttes de brume que la lumière perd en devenant humide. D'abord, ce fut une oreille sur un lit et ensuite une poussière fine qui fracassa une lampe d'un seul coup. Monsieur le Président, les bouteilles de bière lavent les oiseaux et les muscles de nuages. Les gardiens ouvrent des cages de vapeur où dansent les fœtus de mouettes. C'est ainsi que les anges atterrissent par une. Les anges sont des angles ouverts dans les géométries des pierres. Les anges sont de longues oreilles accrochées à la musique des morts. Monsieur le Président, les commencements démontent la mer. Les îles qu'on devine sont des bébés noyés, gonflés de cailloux et de barques. C'est sur la plage de Berck et je porte une vieille robe de mariée. J'avais peigné longuement ma poupée après que la lune eut surgi entre les bras rouges d'un arbre. Quand ma poupée a chanté, l'hiver a jeté des papiers froissés sur la neige. La mer et le sexe brûlé d'un poisson. La mer remarche ses eaux quand elle accouche des anges. La pluie gangrénée des coquilles de moules dans les lavabos du port et chier des œufs noirs. D'abord les hiboux avaient aiguisé leurs dents, puis vengé les cyclones. Sur les barbelés des usines, nous avions accroché des jouets un par un pour de petits Pères Noël. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou, je viens du centre de la lumière. Ensemble, on avait pensé que les morts ne voulaient plus manger de la terre. On leur avait porté des bouteilles de ciment dans lesquelles ils tétaient le lait en plastique des oiseaux. Au-dessus des montagnes, l'azur avait éventré un nuage, l'infini pissait et avait inondé l'anus des maisons. Je répète, je m'appelle Fabienne Cabou, la mère et la mère des poupées qui vont naître dans les caisses froides des jouets, quelque chose titubé dans l'air
et la parole parlée par un trou creusé au milieu d'une gorge. Monsieur le Président, je suis morte sur la plage de Berck, aiguisée par une porte qui battait dans la mer. Mes aïeules chantent autour de moi comme des fantômes. Elles arrivent une par une dans un grondement de marées et de poupées. Il y a ma mère qui accouche des mortes dans la bouche des poissons. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou, l'homme qui déambule pas loin de la grève, regarde les eaux grandir sur les drapeaux. La mer est une morte et le ciel pêche des mouettes sans permission. Plus bas, dans les géographies, quelques hommes se cachent. Ils ont des fusils tordus pour tirer dans les angles et les symétries. C'est ainsi, quand nous parlons au passé, le présent se retourne et invite d'autres temps à se conjuguer dans la mort. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou. Les hommes n'existent plus. Ils sont accrochés dans les photos comme sur des cintres. Le présent est devant nous et retrouve son éternité quand il se retourne d'un seul coup. Écoutez, la pluie se déshabille sur toute la terre. Elle change l'ordre de ses souliers et fixe des éperons aux chevilles des papillons. J'ai recouvert le torse de ma poupée d'une couverture de colle et de carton. Monsieur le Président, nous sommes les plaines verticales. Nous rasons nos cheveux que le vent tresse dans ses cordes. Morceau par morceau, nous déménageons les ampoules des caves. Nos fusils sont tordus dans les rétroviseurs des camions. Je m'appelle Fabienne Cabou. Des mères s'avancent par centaines maintenant contre moi. Chacune caresse les os blancs d'un cheval, faisant jaillir sous ses sabots des gerbes de laine et de verre. Des anguilles recousent le ventre de l'air. Des petites filles servent des blocs de sel au troupeau. Regardez, les chevaux sont ainsi, 4 de front, à courir sur la montagne plate. Je m'appelle Fabienne Cabou. Soudain, le carré du silence perd ses bords et il ne reste qu'un centre que quelqu'un tire vers lui. J'avais lavé ma poupée avec un caillou et des images. Quand elle a renversé l'air, j'ai tapissé sa poitrine d'escargots et d'hameçons. C'était sur la plage de Berck, ou sur une cloche cachée dans une île. La mer pissait, tissait les cheveux des chiens pour les faire vivre dans les fosses. La mer copiait les oreilles liquides de la mort. Monsieur le Président, la vitesse passe et je suspends pour implorer ce qui est immobile. Ici, des hommes plantent les os des morts le long des chemins, le paysage a faim, soudain de sa propre joie. Je m'appelle Fabienne Cabou. J'ai allaité doucement ma poupée en mourant. Plusieurs femmes sont arrivées avec des chevaux. Elles ramassaient les jouets pâles des enfants oubliés sur le sable. C'était sous la plage de Berck, dans un sac poubelle, à la station Les Autobus, devant une longue file de trous. Les 4 chevaux de tête se sont arrêtés et se sont mis à se parler en silence. Devant eux, des poupées sans tête photographiées, des enfants décapités par d'autres poupées. La mer était devenue un grand chewing-gum qui s'étirait hors de la bouche générale du paysage. Les serpents épuisaient les trous.
Les morts allongeaient leurs phalanges. Et les enfants cherchaient leur tête comme des ballons. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou. Le premier cheval a soudain fait un écart. Le soleil faufilait la lumière. Et la vieillissait patiemment de ses cheveux colorés. Le premier cheval avertissait de quelque chose qui allait surgir derrière le dos de la mer. Le poumon du vide se reposait dans l'air coagulé des vitrines. Une poupée avait remplacé la tête coupée d'une fleur. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou. Mon compagnon, avec attention, livrait les paupières. Des statues sur les places. La palabra s'était mise à trembler et à frôler une autre peur plus grande que toutes les autres. J'avais fabriqué un parachute avec la robe de ma poupée. Après que l'horizon fut tombé dans un coquillage de ciment, le vent gonflait un ange dans une poche de plastique. Quand il s'est interrompu, il a laissé couler un chaman dans la gueule d'un lion. C'était sur la plage de Berck ou dans une vieille bombe oubliée par la guerre. La mer était une jument impitoyable, remplie de bruit et de soufre. Un linge humide enveloppait les intestins qui pendaient des avions. Des millions de poupées signaient les squelettes. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou. J'ai été condamné à 20 ans de prison pour avoir noyé ma fille. Les mères percent les oreilles des bébés pour les vider des bruits des bombes. Ma poupée avait régurgité du effroi sur sa chemise de carton. Les vaches klaxonnent dans les mariages. Monsieur le Président de la Cour d'assises de Saint-Omer, je m'appelle Fabienne Cabou. C'était sur la place de Berck. Les pigeons chiaient par dizaines. Les crachats dispersés des vertèbres dans les chansons. Et les statues se fouettaient avec des queues de couleuvres. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou. Un lac à l'intérieur de la mer faisait bouillir des sauts de fourmis rouges. Une console s'échappait de l'immense alphabet du ciel. Monsieur le Président, je m'appelle Fabienne Cabou.